Salam salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé. On se retrouve encore une fois avec Wilou, on vient de terminer un sujet super intéressant, j'ai hâte que vous le voyez. Notre top 5 des joueurs qui ont le plus évolué, donc basé un peu sur la NBA, le MIP, les Most Improved Players. Donc ouais, ça risque d'être... Il y a quand même pas mal de surprises dans le classement. Si vous pensez que celui qui est Merci. est premier, Merci n'est de pas premier. vendre la vidéo. C'est Non, bien. franchement, faut qu'ils comprennent que celui qui, eux tous, ils pensent que c'est le joueur qui a le plus évolué cette saison, tout ça. Nous, on n'a pas pensé ça. Nous, on n'a pas pensé ça. On a pensé autrement. Vous nous connaissez. On est des bandits. Bon, bref, Wilou, comment tu vas? Merci Stan. Franchement, t'es tellement un as du marketing. Heureusement que t'es là pour faire un petit peu la pub de mes sujets. Ah ouais. Mais on s'est régalé, ça c'est sûr. Je pense qu'on a passé 50 minutes à décortiquer un petit peu les joueurs qui se sont distingués cette saison. Et là, je dois dire que je suis tellement heureux d'être avec toi pour parler de Champions. Parce que cette Champions, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Dans une semaine, je sais pas ce qui va se passer. Ouais, je sais pas. Et je dois dire que le succès du Paris Saint-Germain m'a fait beaucoup plaisir. Oui, non, franchement, en toute honnêteté, tu vois, on va y aller même directement dans le vif du sujet. Il y a une semaine, on discutait. Je te disais avec feeling que je pensais que Paris allait le faire face à City. Tu l'avais bien senti, tu l'avais Pour très bien différentes senti. raisons, parce que je savais que City, franchement, défensivement, c'était compliqué. Je me disais, ils allaient encaisser des buts anyway. Donc, voilà ce qui est arrivé. Ils en ont encaissé 4. Mais derrière, ce que j'avais pas calculé, c'est que il y a quelques mois, je t'avais dit, je pensais que Paris allait sûrement galérer pour sortir. Mais j'avais pas calculé que City allait galérer pour sortir. En fait, là, le problème, il est là. C'est que les choses ont changé. City, ils sont 25e, là. La vérité, c'est que, oui, leur dernier match, je pense que c'est un match qu'ils vont gagner à domicile. Bruges. Voilà, contre Bruges, sans aucun problème. Normalement, ils devraient gagner, hein. Je pense que voilà. Ouais, c'est pas mal Bruges, hein. C'est Bruges, ils sont 20e hein, quand même. Ouais, donc attention. Ouais, donc du coup, imagine-toi maintenant City ils sortent pas de la phase de poule bulle, c'est ça le vrai problème finalement, c'est quoi? Parce qu'ils doivent gagner, hein. Ils doivent gagner là. Il n'y a pas de faire match nul, ça passe. Tu dois gagner contre Bruges. Et Bruges, bah, bien sûr, City est favori, mais ce City qu'on a vu là est pas très très bon, donc on verra. Ah, en tout cas, ils ont joué face au Paris Saint-Germain. Et première chose que j'ai remarqué dans ce match-là, et j'ai vu que toi aussi t'en as parlé, et c'était un peu la récurrente cette semaine en Ligue des Champions. J'ai envie de parler d'eux, j'ai envie de parler des milieux de terrain. T'en parles souvent, tu parles de comment t'appelles ça toi? La salle des machines. La salle des machines. Voilà, c'est la salle des machines. Il y a deux boys qui nous ont bluffé dans les deux matchs un tout petit peu en prime time qu'on a eu. C'est le boy Neves du Paris Saint-Germain et Pedri avec le Barça. J'ai d'abord envie de commencer par le Paris Saint-Germain qui joue face à Manchester City. En face quand même, t'as des Kevin De Bruyne. T'as une équipe qui sait faire que ça, garder le ballon. C'est-à-dire que la possession de balle à Manchester City, quand même, c'est presque une religion. Ils rentrent sur le terrain, ils confisquent le ballon, ils te font courir, c'est toi qui souffres. Hier, on a vu quand même le contraire. Et ça, c'était surprenant. Franchement, avec ces petits Neves là et tout ça, franchement, ils m'ont bluffé. City, avant ce match, c'était le plus haut total de possession moyenne de la Champions, premier sur 36. Voilà. Ils avaient 69% de possession en moyenne. Voilà. Et sur ce match, ils sont descendus à 36, 37, un truc comme ça. C'est abusé. Luis Enrique, il a des idées bien claires. Hein. Luis Enrique, il aime pas partager. Il est fou, lui. Ah ouais, c'est fou. Et t'as raison, justement, dans cette salle des machines, très vite, Joao Neves, son agressivité, 7 tacles réussis sur 7 tentés, l'agressivité qu'il avait avec Vitinha, avec Fabien Ruiz qui a bien tenu le ballon aussi, avec Zaïre Emery quand il est entré, et bah Kovacic, Bernardo Silva, ça a été très 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 compliqué pour eux. J'ai vu un Ruiz aussi, j'en ai pas parlé dans le débrief d'hier, mais il était au marquage individuel sur Bernardo pendant tout le match. Il le suivait jusque dans la surface de réparation, donc il a avalé des kilomètres aussi Ruiz, et son match, mine de rien, c'est pas le match qui ressort le plus de tous, mais c'est correct. Et dans l'ensemble, Paris a été largement à la hauteur de ce défi-là. Ça allait toujours être, comme t'en avais parlé, comme j'en avais parlé dans mon prono, ça va toujours être difficile face au quatuor offensif de City, avec le retour de De Bruyne, avec Foden, qui était sur 5 buts sur les 3 derniers matchs, un truc comme ça, avec Haaland et Savigno aussi, qui est pas facile, qui aurait pu marquer contre Donnarumma. Gros arrêt de Gigio dans les buts. Avec ce quatuor-là, tu leur laisses pas grand-chose, et on sait que ça peut aller au fond, mais dans l'ensemble, sur la texture tactique du match, la physionomie d'ensemble, Paris a été plus qu'à la hauteur. Ils ont été dominateurs. Et ça, c'est la meilleure performance de l'ère Luis Enrique, hein, je pense. Il n'y a pas trop débat là-dessus. Et c'est en grande partie dû à ce qui s'est passé au milieu, notamment
avec João Neves. Yeah, et à côté aussi un Vitinha qui continue à bien performer, toujours aussi pertinent. Fabien Ruiz, t'en as parlé, tu dis il était au marquage sur Bernardo Silva. Bernardo Silva qui fait un match, je sais pas comment le dire, nul en fait. Assez transparent. Ouais, franchement, tu le vois presque pas. En fait, la seule fois que je l'ai vu, c'est sur les réseaux sociaux quand apparemment il a vu Ousmane Dembélé qui allait rentrer et qu'il a couru dans les vestiaires. Il y a une vidéo qui circule qui est assez drôle. Tu vois, Bernardo, il sort dans le couloir, il voit Ousmane traumatisé par le petit pont, il voulait pas en parler. Ouais, il avait direct, il est rentré, il a dit ouais, c'est mort les gars. Franchement, là, on est foutus et tout. Non, franchement, très belle performance. Ça me permet d'aller directement un tout petit peu sur cet aspect-là au Paris Saint-Germain. On en parle depuis le début de la saison. Il y a un numéro 9, il n'y a pas de numéro 9, qu'est-ce qu'ils font et tout, mais finalement, ça a réussi quand même à performer. La déclaration d'avant-match sur Gonzalo, même pas sur Gonzalo Ramos, mais plutôt sur Haaland de la part de Luis Enrique. Il y a tellement le départ de Kolo Muani. Donc tu regardes cette équipe du Paris Saint-Germain là, tu as l'impression que tu as un coach qui dit qu'il a pas d'attaquant et pourtant il y a des jeunes talentueux. Moi j'ai beaucoup aimé le match de Désiré Doué, j'en ai pas beaucoup parlé dans le débrief et tout, mais j'ai beaucoup aimé son match ballon au pied, tu sens que le boy il est très technique. Quand je le voyais jouer, j'étais comme toi, fais attention, toi tu es le genre de joueur que Pep il aime bien. Je dis si les Doku et les Savigno ils performent pas, c'est le genre de boy que tu vois que Pep il prend, il se dit je vais le façonner, je vais le modeler, je vais en faire un très bon joueur et je sens qu'il a ce il le voulait je crois. Ah bon? Quand Doué a signé à Paris depuis Rennes, je crois que c'était une bataille City PSG. Ah, je savais même pas, tu vois. Donc c'est pour dire, non, c'est un boy que moi j'ai vu. Tu sais, moi maintenant, mon problème il est simple. C'est ce que je dis souvent. Mon baromètre c'est Martinelli. Donc en fait, moi je regarde, je dis, est-ce que Martinelli est plus fort que toi ou pas? Et là, je pense pas que Martinelli est plus fort que Désiré Doué. Donc moi je m'arrête là-bas sur ce point-là. Et pour moi, il a fait un très très bon match. Barcola, j'en parle même pas. Très bon début de saison. Ces derniers temps, c'était un peu plus compliqué. Là maintenant, il fait un bon match. J'espère qu'il va réussir à rebondir là-dessus et puis continuer sur cette belle lancée-là. Ousmane Dembélé qui était apparemment, je pense, malade avant le match, qui rentre et qui est quand même performant pendant 45 minutes. Moi, je trouve que globalement parlant, ouais, ça a été une très belle équipe du Paris Saint-Germain. Et il y en a qu'on oublie dans tout cela parce qu'il marque 4 buts. C'est vrai que City fait pas un gros match, mais défensivement quand même, c'est solide. Ça, franchement, faut le dire. Moi, Pacho là. Le problème, c'était plus Mendes sur le côté. Il s'est fait un petit peu manger défensivement. On a vu. Par contre, ce qu'il a amené offensivement, c'était pas mal. Mais ouais, Pacho Marquinhos face à Haaland, dans l'ensemble, ça a plutôt bien tenu. Et City s'est pas procuré grand-chose. Moi, ce qui m'intéresse un peu sur le match du Paris Saint-Germain, déjà la première, c'est que c'est tout un effectif qui a été mobilisé. Donc j'en ai parlé un petit peu dans mon débrief. J'aime bien la distinction conceptuelle qui est faite de plus en plus par les coachs entre starters et finishers, plus qu'entre titulaires et remplaçants. Cette idée qu'il y a un match de 90 minutes et ceux qui le terminent sont aussi importants que ceux qui le démarrent. Et tu vois avec les entrées de Dembélé, de Zaïre Emery, de Gonzalo Ramos, qu'effectivement avoir cette force en sortie de banc, ça a permis à Paris de tenir et même de monter crescendo sur les 90 minutes. Ça m'a bien plu. La deuxième chose que je dirais, et on verra la tournure que ça prend par exemple au mercato estival, mais j'ai trouvé que Paris a bien joué sans neuf, mais malgré le fait d'être sans neuf, je pense qu'ils auraient été encore meilleurs avec un neuf c'est pas un neuf John Duran, c'est pas un neuf Gyökeres, je parle d'un neuf plus Luis Enrique quand même, tu vois, genre, qui aime bien décrocher, participer au jeu, etc. Mais je pense qu'il serait encore meilleur parce que j'ai vu des situations où Paris réussissait à utiliser leur largeur, genre Barcola qui passe un dribble, ou qui est lancé dans la petite profondeur dans le dos de Nunes par Fabien Ruiz par exemple, et il arrive extérieur de surface et il y a personne dans la boîte. Il y a Kang In-lee qui est une quinzaine de mètres derrière et qui a pas les foulées et qui a pas le sens du but et qui a pas juste le positionnement aussi pour être présent dans la surface de réparation pour un centre. Et généralement les offensives du Paris Saint-Germain, notamment sur cette première mi-temps, elles finissaient beaucoup sur des centres de côté à côté. Genre l'action un peu classique, c'était Barcola qui déborde et qui centre tout à l'autre côté pour Hakimi. Et Hakimi qui doit finir l'action, ou des choses comme ça. Et dans ces situations-là, je me suis dit, en vrai, Paris, ils ont encore une marge de progression, parce que j'aime bien la fluidité positionnelle, j'aime bien Doué qui dézonnait énormément, par exemple, ça c'était super intéressant. Mais par contre, je pense qu'avec un vrai 9, entre guillemets, même si plus un 9,5 bien calibré Luis Enrique, je pense qu'il serait encore meilleur, en vrai. Et je pense que Kang In-lee en 9, sur ce match, ça n'a pas été tant un problème.
mais c'est quand même, je pense, une petite limite offensive du Paris Saint-Germain malgré tout. Ouais, non, tout à fait d'accord avec toi, hein, tout à fait d'accord avec toi. J'en ai même parlé en fait parce que je comprenais pas. Je me disais, c'est dommage. C'est surtout même, tu le voyais, c'est finalement il a marqué de la tête sur coup de pied arrêté, Neves. Mais la réalité, c'est qu'il y a eu 2-3 occasions. Il est dans la surface de réparation. Il y a des centres qui arrivent et il y a personne en fait. Donc si tu cherches point de penalty ou tu cherches les 6 mètres, là tu es obligé d'avoir un milieu de terrain qui va se projeter pour venir chercher le ballon. Sinon ouais, tu es obligé de faire du coast to coast quoi, un tout petit peu. Et ça on l'a vu plusieurs fois. Ok, on va voir d'ici la fin de la saison ce que ça va donner. Beaucoup d'enflammades. Les gens disent le Paris Saint-Germain est de retour et tout. Meilleur match qu'on a jamais fait. C'est un statement, machin. Moi, je sais que mon oncle, il est tout excité. Les gars, ils y croient. Pour eux, ils vont gagner la Ligue des Champions. J'ai envie de dire que là, c'est encore très très tôt. Donc, on va voir ce que ça va donner déjà lors du dernier match. Il va falloir se gérer quand même aussi et puis assurer certainement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Avec une défaite, Paris a 50% de chances de sortir quand même. Pas... Là, aujourd'hui, on leur donne 84% de chances de se qualifier. Ça veut quand même dire qu'une fois sur 5, une fois sur 6, ça tourne mal à Stuttgart et tu passes à la trappe. Donc, moi, j'y crois pas. Je pense qu'ils vont le faire, mais quand même. Ça reste quand même à l'extérieur en Allemagne face à une équipe qui, en ce moment. Et Stuttgart, c'est ça le problème, qui a gagné son match. Eux, ils ont de la chance. Ils ont eu Bratislava, donc ils ont réussi à gagner tranquillement. Bratislava. C'est le latéral de Chelsea qui est devenu un club de foot. Ivanovic. Le Slovan Bratislava, slash un peu. Ils ont eu un peu Branislav Ivanovic. Je te jure, ils ont eu trop de chance. Donc, ils sont allés chercher leur point. Oui, c'est sûr. Et tout tranquille. Là, ils jouent leur finale. Hein. Je dis, Stuttgart, ils rentrent sur le terrain. C'est le match peut-être le plus important de la saison, en fait, à Stuttgart. De leur histoire, je pense. Donc, attention quand même. Donc, ça promet une très grosse dernière journée. De son côté, Liverpool et le Barça, ils se sont qualifiés cette semaine sans aucun problème. Je pense que, voilà, ça, on est sûr que ça va être les deux premiers, normalement, sans aucun souci. Liverpool, en plus, je pense que pour la dernière journée, ils vont peut-être aller chercher le 8 sur 8. J'ai un feeling qu'ils vont essayer d'aller... PSV Eindhoven, je pense qu'ils vont aller chercher le 8 sur 8, ce qui arrangerait pas mal les autres au classement, Manchester City et tout ça, parce que le PSV est encore là. Je pense que dans le classement, le PSV est 19e, donc ça peut... Mais non, ils ont 100% de chance ils sont déjà qualifiés. Ok, donc c'est bon. Donc du coup, c'est un match où Liverpool va juste essayer d'aller faire un record pour la première année, faire un 8 sur 8 en phase de poule et nous montrer qu'ils sont plus que jamais prêts à essayer d'aller gagner cette Ligue des Champions-là. D'un autre côté, tu as le Barça aussi qui a gagné cette semaine et j'ai envie de me parler un peu de ce Barça-là. On a vu un Pedri étincelant. Je sais pas, c'est quoi ton feeling toi en fait quand tu vois Pedri? Moi, quand je vois Pedri jouer au football et ce que j'ai cette semaine, je disais, tu sais, moi je suis d'accord sur... en fait, je sais pas, c'est peut-être ma vision à moi. Moi, j'aime bien les gars de l'ombre, quoi, en fait. Les gars qu'on voit pas, mais c'est eux qui gèrent le tempo. Et franchement, c'est lui, il gère tout. C'est incroyable comment il est fort, comment il donne que des bons ballons. Tout ballon qu'il donne est censé être décisif. Tout ballon qu'il donne est censé être décisif, en fait. Toujours la bonne passe, comment on dit ça, la bonne, je sais même pas comment l'expliquer pour romantiser l'affaire. La bonne pression sur le ballon, la bonne caresse sur le ballon, en fait. Il maîtrise l'affaire et on l'a dit ici plusieurs fois. Et comme tu as dit aussi la dernière fois, il est impressable. En fait, tu peux pas le presser. Pas le presser. Et c'est incroyable. Tu as raison d'insister sur le dosage des passes. Puis, ça, c'est quelque chose qui est vraiment marquant. Une passe de Pedri, elle est toujours parfaitement dosée. Ça peut être une passe à 5 mètres, ça peut être une passe 35 mètres. Elle peut être en l'air, elle peut être au sol. Elle arrive toujours parfaitement avec la bonne force. Et juste, c'est un régal. Moi, pour te donner une illustration de mon état d'esprit par rapport à Pedri, j'ai commencé à faire comme je faisais à une époque avec les matchs de Modric. C'est que je suis en train de regarder le match et naturellement, là, au bout de 5 minutes, je me rends compte que je fais que regarder Pedri. Je suis juste sur Pedri, en fait. Genre, le ballon, il tourne autour, parfois il le touche, parfois il transmet, mais je suis juste intéressé par comment Pedri se place, quelle instruction il est en train de donner, quel tempo il est en train d'impulser à la rencontre. En vrai, il est devenu, oui, le joueur classique d'El Bosque. Regarde Pedri et tu comprendras le match. C'est totalement vérifié. Et ouais, juste un niveau stratosphérique. En plus, il a des gestes de lumière. La passe qu'il a sortie l'autre jour, là, c'était en Liga, je pense, du coup. Une passe pour Koundé qui marque avec un petit... est-ce que c'était en Liga? Je me souviens plus, mais il y a un petit... un but un peu sale que Koundé y marque. Bah oui, contre Étafé. Le premier but du match contre Étafé, où il y a un petit contact Koundé avec le gardien, et finalement il marque dans le but vide, etc. Mais ça, c'est une passe de Pedri à la base, une passe oblique entre 4 joueurs.
C'est une passe juste lunaire. Enfin, c'est une invention totale, un geste d'artiste. Et je pense vraiment qu'en ce moment, il est le meilleur milieu central du monde. Nous, on l'a mis troisième de notre 24 des U24 dans le podcast. Ouais, c'est le minimum, hein, je pense, pour Pedri, troisième. Il est juste tout simplement incroyable. Donc un Barça qui gagne 5-4 face au Benfica. Un match aussi quand même assez vite fait. Qu'est-ce qui justifie que Szczęsny il sort en fait 48 heures plus tard? Parce que moi jusqu'à aujourd'hui, non mais franchement, non mais je suis sérieux. Hein, 48 heures plus tard, je suis posé et c'est ça jusqu'à maintenant, je comprends pas pourquoi il sort en fait. Je sais pas qu'est-ce qui l'amène à sortir. En fait, je sais pas quel danger il voit. Je pense que dans l'idée de Flick d'avoir cette ligne haute qui déclenche 10 hors-jeu par match, c'est sûr que si Flick il est un entraîneur football manager et qu'il est en train de donner les petites consignes individuelles à chaque joueur, Szczęsny il a depuis le début la consigne, il faut que tu éponges les ballons qui vont dans le dos de cette ligne. Il faut que tu sois toujours prêt à bondir, toujours prêt à sortir. Tu dois considérer que ton champ d'action, c'est les 35-40 premiers mètres. Donc Szczęsny, il est forcément dans cette optique mentale. Et après, le calcul est catastrophique. Il se trompe totalement. La lecture est mauvaise. Comme d'ailleurs, je dirais, la lecture sur le penalty d'Aktürkoğlu, là, même s'il n'y a pas trop contact. En vrai, il sort un petit peu dans le no man's land et il se fait avoir aussi. Donc la lecture de la situation est terrible. Mais après, il s'est bien rattrapé sur le face-à-face Di Maria quand même. Ça, c'était un sacré arrêt. Vraiment, là, à ce moment-là, il nous a montré pourquoi aussi, qu'on le veuille ou non, il est sorti de la retraite. Oui, bon, les gardiens, ils peuvent rester plus longtemps quand même. Hein. Lui, c'est parce que on le connaît, c'est un bandit. C'est pour ça qu'il avait décidé d'arrêter. Tu vois, il en avait un peu marre. Mais en plus, c'est assez drôle. On en parlait en début de saison. Quand il a pris sa retraite, dans une entrevue, il disait, ouais, mon rêve maintenant, c'est de faire ce que j'ai jamais pu faire avant. C'est d'aller regarder des classicos, certains matchs de football, machin. Maintenant, il les a même joués, ces classicos-là, tu vois. Donc, c'est pour dire, erreur de jugement, grosse erreur de jugement, un match où le Barça nous a montré aujourd'hui, cette semaine, que ils ont les tripes quand même. Ils aiment les gros matchs. Ils aiment être, en fait, ils aiment ça. Je sais pas. Ils ont perdu beaucoup de matchs cette saison, 5 je pense en Liga, ce qui est trop. Il y a eu des blessures, il y a eu des moments où il n'y avait pas Yamal, tout ça, mais c'était face à des adversaires ou même ces matchs-là, on s'en rappelle. Ils auraient dû au moins aller chercher le match nul ou peut-être les gagner. Mais dans les grandes rencontres décisives depuis le début de la saison, ils sont pas décevants. Et ça me ramène à ce qu'on a dit la semaine passée. Est-ce que Flick peut le faire en fait? Ils peuvent peut-être aller jusqu'au bout. En tout cas, moi, jusqu'à aujourd'hui, c'est une des équipes que j'ai envie de dire une des plus imprévisibles. C'est une des plus imprévisibles. Tu vois, elle est très flickienne. Hein. Genre, c'est vraiment son équipe. Il l'a totalement modelée. Parce que il y a à la fois sur le plan tactique un peu le stylistique, la manière dont il joue, très direct, etc. Mais dans le côté comme avec le Bayern à l'époque 2020, de oui on va encaisser des buts. Genre le match contre Benfica, le 5-4 là, voilà. Oui on va encaisser des buts, mais on va juste plus en marquer. Et genre là aujourd'hui, j'ai regardé les chiffres juste sur les buts encaissés. Le Barça, je crois que sur 36, c'est la 16e, entre la 16e et la 20e meilleure défense de Ligue des Champions seulement, et pourtant c'est le meilleur goal average. Donc je te laisse imaginer le nombre de buts qu'ils ont marqués. C'est juste une attaque le Barça et comme quoi ça peut marcher. Ils en ont marqué. Non franchement moi j'ai hâte de voir et j'ai hâte de voir. Je sais pas pourquoi je me méfie d'eux. Je me méfie d'eux. Ouais, ça sent là, je sais pas. Il y a quelque chose que je sens là-bas où tu sais. Beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Koubarsi, Araujo, les gars se gèrent. Jules Koundé, machin. Tu regardes l'équipe, elle est vraiment posée. S'il n'y a pas de blessés et que Lewandowski réussit à faire la part du travail qu'on lui demande et que Rafinha continue sur sa lancée, ça va être une équipe qui est difficilement battable. En plus, mentalement, ce qu'ils ont réussi à faire au Real cette année 2 fois. J'ai hâte de voir s'ils vont se retrouver en Copa del Rey. Peut-être ils vont se retrouver dans tous les cas pour le Classico retour. S'ils se tapent en Copa del Rey et peut-être en Ligue des Champions, peut-être on a 3 Classicos en 2025. On sait même pas ce qui va se passer. Tu vois, c'est pour dire à quelle fois ça va les hyper. Moi, en demi-finale, s'il se joue 2 fois, ce serait magnifique aussi. Ce serait une dinguerie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Classico en demi-finale de Ligue des Champions. C'était le temps de Mourinho et de Guardiola, ça. C'était 2011-2012. Et on n'a jamais eu de Classico en finale. Ah ouais, c'est un truc, ça s'est jamais passé. Ah ouais, tu sais, pourquoi pas. En tout cas, en parlant de Classico, on va parler du Real, qui eux, ils ont gagné quoi? 5, je les ai débriefés hier, là. 5-1 face à Salzbourg. 100e but de Vini. Alors. 100e et 101e. 100e et 101e.
Comme il a marqué un Je sais doublé. pas, c'était le premier ou le deuxième, le centième. Je crois que c'était le premier. J'ai entendu dire 101e, mais à vérifier, mais il me semble que bon match de sa part, il est de retour. Ce week-end, moi, j'en parlais un peu en disant que, alors j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué pour le Real quant à toutes les superstars sur le terrain. Je faisais une analogie un tout petit peu cinématographique en disant que c'est dur d'avoir plusieurs acteurs principaux. Il faut des seconds rôles et que même dans un film de Tarantino, bah, tu vas te retrouver avec X qui a le premier rôle, celui qui a le second rôle n'est pas plus petit que le deuxième, tu vois. Donc c'est un peu... J'aime bien, mais un des derniers films de Tarantino, il y a Brad Pitt et DiCaprio, les deux à l'intérieur quand même, le Once Upon a Time in Hollywood. Donc oui, c'est vrai qu'il s'en sort quand même de temps en temps. Mais ça peut marcher. C'est pour ça que j'ai dit que... Non, mais... Oui, un duo, ça marche. Mais en quatuor, on a rarement vu ça. Hein, comme là, actuellement, au Real. Même les Expendables, là, quand les tontons, là, ils ont décidé de faire un film, je sais pas, je te rappelle, là, les Sylvester Stallone, machin, tous ces Statham là, même là encore, c'était trop, c'était nul, en fait. tu peux pas venir et puis, non. Moi, c'était comme, tu peux pas avoir Bellingham, Vinicius, Mbappé, machin, tous des acteurs principaux. Il y a que Rodrigo, il accepte de faire des seconds rôles. Lui, chaque année, il gagne l'Oscar. Et pourtant, c'est pas le moins bon en ce moment. Il gagne l'Oscar du second rôle. Chaque année, il gagne l'Oscar du meilleur second rôle, tu vois. Donc, il mérite d'être quand même à un moment donné premier rôle. Donc, un Real qui est fluide avec tout le monde sur le terrain, impressionnant face à Salzbourg à domicile, top performance de la part de tout le monde. Tout le monde a staté en fait. Hein. Bellingham double passeur décisif, Vinicius double buteur, Mbappé il va voler son petit but très pertinent dans la construction des trucs du jeu. Rodrigo claque un doublé, Ceballos, Modric, Valverde, machin, bref, top performance de leur part en fait. Finalement, ils sont là. Mais ils sont nuls, ils encaissent des buts en fait, ils sont nuls défensivement, c'est pour ça que j'ai commencé mon débrief avec ça et j'ai vu les gars ils étaient fâchés, tu vois, parce que les gars ils s'attendent à ce que tu viennes, tu dis oui bravo le Real, j'ai dit non moi je suis pas comme ça, vous avez gagné 5, pourquoi vous n'avez pas gagné 5-0? Moi je suis ce genre de parent là, t'arrives, t'as 17 sur 20, tu penses que c'est la fin du monde, que le monde est tout est beau, oui papa j'ai 17 ou machin ou grand-père machin, moi je te dis pourquoi t'as pas 20? Pourquoi t'as pas 20? Explique-moi d'abord pourquoi t'as pas 20. Après, on va discuter. Parce que toi, t'as eu beaucoup de 20 sur 20, j'imagine. Toi, à l'école, c'était A+, 20 sur 20, 10 sur 10, systématiquement. Non, moi, ce que je veux dire avec le Real, c'est juste, plus que le 1, c'est juste, c'est Salzbourg en face. Et ceux qui ont vu des matchs de Salzbourg cette saison, savent que ils seront pas 36e parce que, il y a les copains de Branislav Ivanovic et il y a Young Boys. Mais ils sont pas loin, hein. Salzbourg, ils sont catastrophiques. Et sur les replis défensifs, en fait, ils en ont marre, ils courent plus maintenant. J'ai vu des actions où genre il y a Jude, Rodrigo, Mbappé, Vini qui sont en train de se projeter et il y a la moitié de l'équipe qui revient pas. Mais on joue la 30e minute, hein. Et ils sont là genre non, tranquille, ça va, genre c'est pas pour moi, c'est ça là. Et ils se font engueuler derrière par les défenseurs et c'est courant, hein. J'ai vu plusieurs fois ça. Blažević, l'erreur qu'il a fait contre Mbappé, c'est pas la première fois qu'il fait ça cette saison aussi. Ils sont catastrophiques Salzbourg. Et le Real, on sait, dans les petits matchs. En Liga aussi, on le voit. En Liga, ils n'ont pas de problème contre les petits. Mon problème avec le Real, c'est cette structure néo-galactique, méga déséquilibrée, étincelante, contre un gros qui sait jouer. Est-ce que là, t'es capable? Et pour l'instant, j'en ai vu aucune illustration cette saison. Pour l'instant, dans les gros matchs, j'ai vu le Real contre Liverpool, j'ai vu le Real contre l'AC Milan, j'ai vu le Real contre le Barça 2 fois. J'ai pas vu encore un gros match du Barça dans un gros match. Et c'est ça qui m'inquiète sur leur perspective d'aller plus loin en Champions. Je vais jamais être trop inquiet parce que c'est le Real. Mais c'est quand même un Real qui me semble macro tactiquement là. Je sais pas comment tu résous ce problème à part dans les gros matchs en mettre un sur le banc. Et même ça, faut voir. Heureusement, Valverde fait une bonne saison. Heureusement, Ceballos fait une très bonne saison. Heureusement, ils ont des gars qui peuvent step up sur ces rôles d'équilibrant un peu là. Mais quand même sur des... Aujourd'hui, je mets pas le Real dans le top 4, top 5 des meilleures équipes européennes, c'est sûr. Ouais, c'est le talent individuel et ça, j'arrête pas de le dire aux fans du Real. J'ai dit, vous allez gagner des matchs parce que vos gars sont forts individuellement, tu vois. Donc, à un moment donné, il suffit qu'il y en ait 2 ou 3 qui décident ils vont accélérer, ils vont combiner et ils vont d'être ça. Hier, face à Salzbourg, honnêtement parlant,
Globalement, ils font un bon match. Le début de match est pas du tout bon, surtout face à l'adversaire comme Salzbourg. Et c'est ce que je disais, deux fois dans le match, ils te font des contres quand même assez rapides. Et oui, ça illustre effectivement les replis défensifs de Salzbourg qui sont catastrophiques parce que en 5 passes, ils ont, genre, 2 fois, ils ont mis 2 buts en 5 passes. Ils ont mis 2 buts en 5 passes en partant de leur moitié de terrain, presque de leur surface de réparation. Donc, du coup, un Real Madrid qui va se qualifier sans aucun problème. Je l'avais dit ici, ils font semblant. Ils font exprès. C'est un nouveau format. Ils ont envie de tester toutes les étapes. C'est le Real. Ils sont comme ça. Ils savent que s'ils font partie du top 8, ils n'auront pas à faire le match de barrage, ça les intéresse pas. Comme c'est le premier format et comme ils ont l'intention de le gagner, ils veulent justifier le fait qu'ils ont joué contre tout le monde à tous les niveaux. Donc ne soyez pas étonnés que le Real, à ce stade de la compétition, il fasse les fous et que je pense qu'en plus ça nous pose un problème. Wilou, je sais pas si tu as remarqué, mais tu sais, dans le classement là, on est tous foutus parce que c'était fait de telle sorte que les têtes de série soient dans les 8 premiers. Maintenant que tous ces tocards de têtes de série là, ils ont décidé de finir dans les 24, 25, 26 ou je sais pas moi 18, 19, 20 et tout, ben ça fait que vu qu'en plus de ça, si je me trompe pas, c'est le 9e qui joue le 10e, le 11e qui joue le 13e, le machin qui joue le, tu vois, genre non, c'est pas ça? Non, c'est le 9e, il joue soit le 23e, soit le 24e. OK, d'accord. Donc ce qui nous oui, tu vois, comment NBA mais playoff. après, je pense que c'est au prochain tour que je pense que ça va venir un tout petit peu foutre le bordel. Parce que j'étais en train de regarder un tableau de prévision, là, et je me suis dit, d'où est-ce que nous, Arsenal, out of nowhere, je vois des possibles, machin, Juventus, Real Madrid, au 8e, Parce que, en fait, vous allez jouer en tant que, si vous finissez tout en haut, si vous finissez 3e, on va dire, vous allez jouer contre le vainqueur d'un match qui serait peut-être le vainqueur de genre 13-14 contre 19-20, un truc comme ça, je pense. Parce que en gros, ils disent que la meilleure, c'est un peu compliqué à expliquer, mais disons quelle va être l'équipe la plus forte qui sort des tours de play-off là, des 16e de finale. C'est quelle bracket qui a le plus de chances d'être le plus fort. Les gens estiment, comme en NBA aussi, les gens estiment que ce sera l'équipe qui sortira du bracket 9e contre 24e, parce que le 9e souvent va gagner ce genre d'affrontement. Tu sais, c'est pareil en NBA, genre quand ils font les affrontements, le premier, la first seed par exemple de la West, elle joue le 8e, ça c'est sûr, et comme elle a beaucoup de chances de passer, ensuite elle joue le vainqueur de 4e contre 5e, pas le vainqueur de 2e contre 7e. Alors que tu pourrais te dire, bah ouais, 4e contre 5e, c'est de bonnes équipes, mais le vainqueur de 2e contre 7e, il y a beaucoup de chances que ce soit le 2e qui passe, tu vois. Donc si tu fais jouer le premier, tu lui fais jouer le 2e au 2e tour, c'est un peu hardcore, quoi, ça récompense pas leur bonne saison. Donc c'est pour ça que vous, si vous finissez en haut, vous allez sans doute jouer des équipes qui sont un peu milieu de cette zone 9-24. Je pense, entre 13e et 20e. Actuellement, il y a le Real, il y a la Juve, il y a le Paris Saint-Germain, il y a beaucoup de grosses équipes. Ouais, c'est ça. Après, Stan, c'est la Champions, c'est la Champions pour gagner des matchs. Moi, je sens vraiment la Ligue des Champions avec. Je sais pas, il y en a un qui va échapper. Il y en a un d'entre nous là, dans les 8 là, il y a un petit qui est là et qui va échapper, il va aller loin. Parce qu'il aura juste la baraka qu'il faut, le bon cheminement qu'il faut. Je sais pas, je sens la douille arriver et je sens des gros matchs dès les 8e de finale là, parce que comme j'ai dit. Et dès les playoffs, mec, dès les playoffs, demain, il peut y avoir Real PSG, c'est pas du tout impossible, en 16e de finale de Ligue des Champions. D'ailleurs, dans ce match, tu verrais qui? Real ou Paris, toi? À l'instant T, aujourd'hui. Real, Paris. Non, le Real, ils vont taper Paris. Le Real, ils vont taper Paris, je pense. Le Real, ils vont taper Paris. Quoique, si je me base sur les transitions défensives de City et que je vois mon Real là, que je connais très bien et que je vois les Ferland Mendy, machin, Vasquez, je vois les espaces derrière. Non, je pense que le Real y passe. C'est deux équipes totalement mais vraiment, inverses. C'est pas le même style. C'est une équipe avec quasiment aucune structure collective, mais des talents offensifs, tu rigoles. Avec une équipe qui respire et qui vit par la structure, mais qui a Kangin en neuf, quoi. C'est le choc des cultures. C'est le choc des cultures. Ouais, un bon choc culturel, franchement. Un très bon choc culturel, vraiment, entre Paris et puis truc. Et puis, ça fait des bons duels de coach aussi, tu vois. Par exemple, Luis Enrique qui tape Pep Guardiola. Bon, ça, Pep, ces temps-ci, ça va pas. Pep, même ses petits disciples sont venus pour le taper maintenant, c'est incroyable. Il a trop de disciples aussi. À un moment, il y a forcément des disciples qui vont le taper. J'avoue, c'est lui le daron. Donc, ouais. C'est Gengis Khan, il a fait 3000 enfants. C'est incroyable, sincèrement. Et puis, à un moment donné, ça va te hit back.
C'est ce qu'on souhaite. En tout cas, moi, je suis bien heureux en ce moment de ce qui se passe chez eux. Oui, toi, tu souhaites que les disciples de Pep battent Pep à un moment donné. Mais J'imagine parce que bien. j'en ai un. J'imagine bien que. Ah ben, Bah, exactement. j'en ai un. C'est peut-être pas le meilleur de sa génération, mais j'en ai un. Il est là. Ouais, il est pas mal. Il est pas Je mal, crois quand en même. lui. Je crois en lui, Ouais. franchement. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui. Tiens, en parlant de trucs, on va finir quand même. Le Bayern, ils ont perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas si toi t'as vu. Moi, Si, j'ai vu. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Ils là, ont fait 30 tirs à 8. Ah ouais. Le gardien Justin Bailo du Feyenoord a fait le match de la semaine pour un gardien. 7 arrêts. Fair enough. Des arrêts monumentaux sur sa ligne. Franchement, ils n'ont pas eu de chance, le Ok, Bayern. fair enough. Après, ils en prennent 3 parce qu'ils sont aussi un peu vulnérables en transition défensive, parce que c'est pas une équipe finie encore. Mais tu rejoues le match plusieurs fois, jamais ils le perdent 3-0 déjà, ça c'est totalement lunaire comme score par rapport à la physionomie. Et je pense qu'ils le gagnent plus qu'ils le perdent quand même. Mais dans l'enfer de Rotterdam, De Kuip très chaud, le Feyenoord, ouais, c'est beau aussi ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont qualifiés maintenant. Ouais, mais quand même, le Bayern ne méritait pas de prendre 3-0, ça c'est sûr. Et ça les met quoi, la 12e, 13e place, je pense, au classement, il me semble, un truc comme ça. Ce qui nous pose quand même des problèmes. Tu vois, encore une autre grande équipe qui va venir. Le Bayern, là, ils ont 8% de chance de finir top 8. Donc en Ah, gros, ok, d'accord, ça va. c'est pour les playoffs. Non, merde, oui, pardon. Oui, donc Non, c'est ça mort. va pas. Oui, ça va pas, ça va pas. Oui, ben, c'est ça. En Ça fait. va pas. C'est pour ça que là, en ce moment, moi, je suis Arsenal, j'ai envie de perdre mon dernier match à Girona, là. Je sais pas, je réfléchis. Vous êtes obligatoirement. Nous, on est troisième, souvent, on va finir pour le top troisième. 8. Moi, je pense qu'on va finir troisième. Si on tape Girona, je pense qu'on finit troisième, non? Ou quatrième, je sais pas. Ouais. Vous êtes à égalité de points avec l'Inter, non? Ouais, Si je dis il pas me de bêtises. semble. L'Inter, ils sont pas mal aussi. Au classement, on est à Mais égalité oui, vous avec avez un l'Inter. meilleur Donc, goal si on gagne, on est troisième. On a un meilleur goal average. Donc, on va finir troisième, en fait. Et je te dis, cette troisième De place-là. combien le goal average? Parce que l'Inter, ils ont encaissé qu'un seul but. Plus 7 pour l'Inter, plus 12 pour Arsenal. Ah oui, ok. Et plus 15 pour le Barça et plus 13 pour Liverpool. Quand même, troisième meilleur attaquant, quand même. Et pourtant, j'allais finir avec mon club, troisième meilleur attaque. Oui. Et pourtant, on n'a pas d'attaquant. De quoi tu me parles? T'as Martinelli qui donne une passe D à Havertz contre l'immense Dynamo Zagreb. C'est une attaque de feu. J'ai vu. Très bon match. En plus, 3-0, victoire des Gunners. Match important, victoire importante aussi. En Ligue des Champions, ça va. Pour le moment, c'est normal. Je pense qu'on s'attendait tous à ce qu'Arsenal quand même fasse une belle phase de poule de Ligue des Champions. C'est ce qu'ils ont fait. En championnat, c'est pas encore mort. Comme j'ai dit, moi, je croise les doigts. Tous mes espoirs sont sur le 12 février, je pense. C'est bien le 12 février. Une date qui est très importante. J'espère qu'ils pourront me faire un bon cadeau de Saint-Valentin, les Toffees, s'ils peuvent taper Liverpool lors du derby, le match en retard, qui n'a pas encore été joué, Liverpool-Everton. Donc, bref. La copine de Stan, elle pète des câbles. 12 février, c'est en gros sur son calendrier. Il n'y a pas marqué acheter un cadeau, il y a marqué Liverpool-Everton, derby de la Mersey. S'il te plaît, Iliman Ndiaye, voilà, un doublé. Je te jure, gros match de Ghana Gay. C'est vraiment, j'ai espoir en mes Sénégalais. C'est j'ai espoir. C'est Ghana et Iliman. Je dis franchement, vraiment Ghana contre Gravenberg. Oh, Gravenberg, c'est un petit quand même. Oh. Quand Ghana, il était en train de marquer des buts là-bas au Paris Saint-Germain face au Real, Gravenberg était pas né quand même, qui était là-bas. Non. Ça, c'est une des performances mémorables. Je te jure. Non, honnêtement, non, franchement, bref, Arsenal, ça va tranquille, toujours pas d'attaquant. J'ai hâte de voir d'ici la fin du mercato. Chaque fois que j'en parle, je deviens nerveux, ça m'énerve. Stan, on peut pas faire de thérapie là. Non, c'est ça va la prochaine pas. fois peut-être. Ouais, je te jure. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Donc ouais, non, 3-0, bien joué. Kai Havertz qui marque, Declan Rice qui marque aussi, et Martin Odegaard qui marque aussi. Enfin, les fans d'Arsenal, ils seront ces derniers temps un peu compliqué pour Odegaard, très bon sur le terrain, mais pas décisif, en fait, pas assez décisif. Et ça, c'est un peu compliqué. On peut dire que peut-être que c'est parce qu'il manque d'attaquants aussi, mais lui aussi, il en a raté certaines occasions, donc ça fait plaisir de le revoir quand même, de le revoir. Ouais, c'est que son deuxième but de la saison, toute compétition confondue, donc ça fait du bien pour lui de revenir. L'année passée, il était à quoi? 15 ou l'année d'avant, ouais, je ne sais plus, ça, 12 ou 15. L'année d'avant, ouais, des grosses stats. C'est ça. Est-ce que je peux ajouter juste un dernier mot, Stan? Oui, vas-y. Pour l'Atleti? Oui, bien sûr. Ouais. Parce que j'en parle pas beaucoup sur ma chaîne, mais une équipe là qui était opposée à Leverkusen et qui est réduite à 10 après 25 minutes et qui revient mener 1-0 avec un doublé du Glock, magnifique le deuxième but, et qui est actuellement 5e avec 83% de chance de finir top 8.
qui étaient sur une série de 15 victoires d'affilée à un moment, sans mériter toutes leurs victoires forcément, mais juste très 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 difficile à battre. Voilà, moi demain j'ai un petit sondage qui sort sur ma chaîne. Qui va gagner sa première Ligue des Champions en premier? Est-ce que c'est Paris? Est-ce que c'est Arsenal? Est-ce que c'est l'Atleti? Ou réponse 4, est-ce que c'est soit Newcastle, soit l'Atalanta, soit, j'ai oublié le quatrième, Leverkusen. Mais l'Atleti, attention l'Atleti. Non, moi je suis d'accord avec toi, hein. Franchement, c'est une équipe. Écoute, taper le Barça ici, on s'y attendait pas. Tape le Paris Saint-Germain ici, on s'y attendait pas. Ils font que des victoires à l'arracher. On connaît le cholismo, on sait la mentalité qu'il y a derrière. Et cette année, franchement, ils font une belle saison. Ça, il faut pas l'enlever. En Liga, ils sont là, ils sont posés. Et on parle de février. Moi, j'ai un autre match dans le calendrier qui est très important. C'est le 9 février. Le 9 février, il y a un match très Real Atleti, match décisif, déjà presque, voilà, plus ou moins décisif dans le titre, quoi. Très intéressant. J'ai hâte de les voir, cette équipe de Cholo Simeone là. Et puis Alvarez qui réussit vraiment à s'installer de manière top, vraiment un top player. Tout à l'heure, tu parlais d'un truc assez intéressant. Je pense qu'on parlait du Paris Saint-Germain. Tu me disais les types d'attaquants et tout qui pourraient plaire à Luis Enrique. Et je pense qu'Alvarez aurait été parfait. Je pense qu'Alvarez aurait vraiment été parfait. Tu cherches un gars qui dézone, qui sait faire des passes, qui sait se projeter. Qui presse, ouais, merci, qui presse, vraiment, qui presse, en fait. Il aurait été vraiment parfait dans cette équipe-là. Donc, ouais, on va voir l'Atlético, ce que ça va donner. J'espère les éviter. C'est une équipe que moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas jouer contre eux. Mais j'aime pas. Non, mais parce que c'est une équipe je comprends. C'est une équipe je comprends bien. En fait, je crois qu'il y a personne qui aime jouer l'Atlético. On va être très calme et très posé. Si ça, c'est pas une équipe de mercenaires, c'est-à-dire quiconque ici connaît le football un peu, tu vois, nous, on connaît depuis longtemps, tu regardes les boys, là, je vais vous dire, c'est une équipe de mercenaires, c'est Jiménez, c'est un mercenaire, ça, c'est des guerriers, les gars, Jiménez, depuis 2018, Argentine, français, c'est des gars, c'est des bandits, ça, les Jiménez. Regarde-moi ça, comment il s'appelle, l'autre, comment il s'appelle encore, là, Marcos Llorente. C'est des gars, ils savent faire que courir. Moi, j'ai toujours dit que Llorente au Real Madrid, c'était soit Valverde, soit Llorente. Il fallait qu'un des deux perce, en fait, tu vois. Et finalement, c'est Valverde qui a percé. Mais en termes de style de jeu, un gars qui peut jouer milieu droit, attaquant droit, défenseur droit, milieu de terrain, machin, tout ça, c'est Marcos Llorente. C'est une équipe, je vous dis, de mercenaires. De Paul, c'est le chef des mercenaires. Même, vous savez, demandez à Messi qui s'occupe de sa sécurité. Franchement, faut nous pardonner. Antoine Griezmann, lui, c'est un mercenaire international. On sait pas s'il est uruguayen, on sait pas s'il est africain, on sait pas s'il est européen, on sait pas d'où il vient, lui, en fait, tu vois. Donc, c'est une équipe avec tellement de talent, tellement de joueurs intéressants et tellement de joueurs qui ont gagné aussi, tu vois. On en oublie, il y a des champions du monde, il y a des, voilà. Donc, franchement, attention, watch out à ce Cholo Simeone là, qui est là depuis, je sais pas combien de temps, là, maintenant? Depuis 2010, je pense. 15 ans, 16 ans qu'il est là. J'y pensais, c'est fou, hein. J'y pensais l'autre soir, là, en train de m'endormir, je me disais, mais attends, il est encore là, il est encore là. Ferguson, une carrière fergusonesque pour Cholo serait bien agrémentée d'un titre en Ligue des Champions. Bah, c'est ce que franchement, je pourrais le lui souhaiter, mais bon. C'est ce que je lui... Tu vois, vous voyez comment? Ouais, je suis pas fake, en fait. Je suis honnête avec moi-même. Je suis pas fake. Voilà, je te jure. Non, parce que j'étais comme, non, quand même, tonton Wenger a fait ici toute sa vie, il a pas gagné Ligue des Champions, on va pas laisser l'autre. Voilà. Non, quand même, faut que, non, que Arteta se gère. En tout cas, bon, la famille, on se capte très bientôt, voilà, dès la semaine prochaine, on va se capter dès la semaine prochaine. Dernière journée de Ligue des Champions, ça va être incroyable. Je sais pas comment tu vas faire pour regarder tous les matchs, mais ça va être folie. J'ai entendu qu'il y a une petite rumeur, il y a des gens qui veulent qu'on commente le multiplex 18 matchs ensemble. Et à ces personnes-là, j'ai juste envie de répondre. C'est gentil, mais comment on commente 18 matchs en simultané? Je crois que même l'IA, elle est incapable de faire ça. Mais j'apprécie l'idée, mais... Non. Non, merci. Non, peut-être qu'à un moment donné, on vous fera plaisir. Ce sera peut-être une surprise sur un gros événement. Mais là, franchement, 18 matchs, vous êtes malade ou quoi? Et puis, chacun a son stress. En plus, dans les 18, chacun a son stress. City a son stress, Paris a son stress. Non, c'est dingue. Non. Franchement, bonne chance à chacun. Je vous conseille les split screen pour essayer de vous en sortir. Et voilà. Et d'en choisir, moi, je vais en choisir 4-5, je pense, ou 3-4. J'en choisir 3-4. Ouais, juste 4-5 matchs comme ça, tranquille. Et tout, tranquille. Et puis le reste, on va regarder les résultats. Et puis le soir, on va venir vous faire un bon débrief. Voilà, tranquille. Donc, voilà. Bon, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est toujours le plus important. Tous outsiders. Bisous.